Bonjour. Dans le cadre du débat public sur l'extension du port de Dunkerque, la commission particulière du débat public a souhaité auditionner un certain nombre d'experts. Et donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Paul Touret, directeur de l'ISMAR, Observatoire des industries maritimes. Et donc, M. Touret, bonjour, vous allez pouvoir intervenir en tant qu'expert de l'économie maritime et portuaire. Vous allez présenter votre diaporama là, pendant 10 à 15 minutes et ensuite nous aurons un échange de questions-réponses. Parfait, merci bien pour votre invitation. À l'ISMAR, nous sommes un observatoire des industries maritimes. Nous avons la chance de faire beaucoup de choses, des publications, des études, des interventions. Et notamment, notre rôle, c'est de à la fois comprendre l'Organisation mondiale du transport maritime, souvent les lignes maritimes, les armateurs, les stratégies d'armateurs, les marchés intérieurs, où ils sont, ce qu'ils font, comment ils s'organisent, et évidemment l'interface portuaire. Alors, je commence évidemment par cette carte qui est la représentation en fait, du système portuaire français. Vous remarquerez avec les nouvelles régions, avec une idée derrière. Alors là, j'ai mis les ports intérieurs et les ports maritimes. C'est toujours le vieux problème de Dunkerque. C'est-à-dire que Dunkerque est à la fois un grand port de l'économie nationale, notamment sur sa figure sidérurgique et son rôle sur un certain nombre de trafics, notamment agricoles, par exemple, du Nord. Et toujours une forme de position un peu périphérique par rapport à l'économie nationale, tout en étant très proche d'un des gros bassins économiques, évidemment le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, donc maintenant les Hauts-de-France. Mais on le sait bien au-dessus, et je ne l'ai pas mis sur la carte, la masse impressionnante des ports du Benelux, c'est-à-dire Anvers, Rotterdam, mais aussi Zeebrugge sur certains trafics. Donc la position de Dunkerque n'a jamais été vraiment facile. Toutefois, on lui reconnaît historiquement une niche de marché qui est plutôt bien maîtrisée, sans doute 400 000 EVP à moyen terme, qui représente le premier des marchés secondaires français. Donc, et encore une fois, il faut le rappeler en coin par rapport à la pince que représente d'un côté le port du Havre par rapport à la région parisienne et surtout la puissance des ports du Benelux. Alors on sait qu'il y a cette niche de marché, notamment des produits frais, qui a été pris il y a à peu près 10-15 ans, qui a été un avantage avec les plateformes logistiques des uns et des autres. On sait que les conditions sociales aussi qui ont été mises en place au travers d'une acceptation beaucoup plus rapide du nouveau système social, le premier transfert de terminal vers le privé. Enfin tout ça a quand même favorisé la niche de marché qu'est Dunkerque. À l'échelle nationale, il reste toujours cette question-là. En fait, la question, elle est triple. On a un grand port de Marseille qui possède quand même un internet relativement maîtrisé, on va dire, sur l'axe Rhône, ce qui est aujourd'hui l'axe Rhône, même s'il faut se battre sur Lyon. On a le Havre qui maîtrise assez bien le Grand Ouest, malgré la présence de Nantes-Saint-Nazaire, et doit représenter la moitié des trafics d'Île-de-France. Et puis, on a au-dessus le port d'Anvers, qui est une vraie prédation portuaire par rapport au marché français, mais elle existe depuis le 19e siècle. On retrouve des écrits déjà à la fin du 19e siècle se plaignant de l'emprise anversoise sur les ports français. Alors, la question qui peut se poser là aujourd'hui, c'est quelle est un peu l'empreinte de Anvers. On dit, alors les ports du Benelux, sachant qu'il y a à peu près 4 millions de conteneurs, sans doute dans l'économie française, il en manque sans doute 1 millions de conteneurs qui passeraient par le port d'Anvers et qui seraient rebasculés sur le marché français, mais encore sur des camions, c'est-à-dire des conteneurs encore complets. Et des fois, on se pose la question s'il ne reste pas 500 000 à 1 million de conteneurs qui seraient dépotés sur la zone anversoise. Et là, qui concerne notamment les régions proches, c'est-à-dire le Nord-Pas-de-Calais, l'Île-de-France et le Grand Est. Et là, c'est une double question, c'est quel est exactement ce marché dérivé par la Belgique, à la fois en conteneurs pleins qui va finir des entrepôts, mais aussi ces conteneurs dépotés qui fait qu'en fait Anvers effectivement est souvent peut-être le deuxième port français derrière le Havre avant Marseille, parce qu'il rayonne assez fortement sur l'Île-de-France, le Nord-Pas-de-Calais évidemment et le Grand Est. Alors on s'est toujours posé la question des pénétrantes fluviales. Aujourd'hui, il existe plusieurs pénétrantes fluviales et on le voit bien. Alors, celle de Marseille et de Havre est relativement longue puisqu'elle va sur on peut dire que le port de Paris, comme le port de Lyon et les ports de la Saône, sont un peu les derniers bassins des autres ports français. Pour Dunkerque, on est dans une situation à la fois plus mineure mais mieux maîtrisée parce qu'on a quand même Dourges, Onnaing à Valenciennes et puis le port de Lille qui permet qu'il y ait une espèce de micro-réseau, j'allais dire, d'arrière-dock du port de Dunkerque sur les ports du Hauts-de-France. Et évidemment, la question, c'est le canal Seine-Nord, mais j'y viens pas là. Mais bon,
Peut-être que le canal Seine-Nord, je sais qu'il y a des oppositions et des fois, je me pose beaucoup de questions au point de vue havrais. Si on prend du point de vue dunkerquois, on peut estimer qu'un peu plus de profondeur par rapport à la Picardie peut être utile. Alors de là à faire un canal qui coûte, etc., mais ça je reviens, mais on pourrait estimer qu'effectivement une meilleure maîtrise de l'axe nord ferait une emprise, avec une vraie question derrière, c'est qu'à partir du moment où on va fluidifier le système fluvial des Hauts-de-France, on risque d'avoir un aménagement lourd, possible ou pas. Je ne suis pas du tout spécialiste de l'ESCO, qui ferait que l'ESCO deviendrait lui-même un axe lourd qui évidemment introduirait non pas le port d'Anvers, mais les acteurs belges, parce qu'il faut aussi des acteurs de la logistique, des acteurs de la batellerie, enfin c'est tout un système. Là aujourd'hui le port de Dunkerque se développe avec le fluvial et on sait bien avec une vraie démarche dynamique qui a été engrangée par le port de Dunkerque avec des solutions fluviales, enfin des choses comme ça. Si on ouvre le marché, il faut bien savoir, c'est comme toujours, quand on ouvre le marché aux Belges, on ne l'ouvre pas au port d'Anvers, on l'ouvre à une vraie communauté économique, portuaire et fluviale qui a les moyens de rayonner. Et puis je remarque aussi les ports de l'Est aujourd'hui qui sont évidemment dans l'influence fluviale de Rotterdam, Strasbourg et Mulhouse depuis anciennement parce qu'on est dans l'axe en fait, Bâle, Mulhouse, Strasbourg, Karlsruhe, Duisbourg, enfin la Ruhr, etc. Et le développement plus récent de Metz et Nancy qui se sont repris ces dernières années et qui montrent en tout cas qu'aujourd'hui le Grand Est peut être dans la mouvance, alors routière c'est évident, mais aussi fluviale. Quand on se pose la question du ferroviaire, on obtient ce maillage. Alors il se trouve que j'ai un peu travaillé pour la SNCF, donc je suis à peu près au point là-dessus. Et on voit bien comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a un vrai système en étoile autour de Paris qui permet quand même au Havre de rayonner sur l'ensemble du système français. Marseille a aussi une pénétrante vers le nord, voyez en Y, sur l'Île-de-France et sur l'Alsace. Et d'un autre côté, pour le Grand Est, on a essentiellement une pénétration ferroviaire assez favorable d'Anvers via Athus, qui est à la frontière belgo-franco-luxembourgeoise, Bettembourg du côté luxembourgeois, qui permet de pénétrer en ferroviaire vers la Lorraine, et puis d'un autre côté le système rhénan qui double le fluvial, qui permet via Ludwigshafen de aussi contrôler les ports alsaciens. Vous remarquerez pour Dunkerque qu'on est dans une position un peu particulière, c'est-à-dire il y a des solutions ferroviaires qui sont de partout, il y a évidemment la connexion avec Anvers sur le système. Donc là, le système est fait, encore une fois, vous remarquerez qu'un peu comme le fluvial, qui fait que les ports français, y compris Dunkerque, peuvent rayonner à peu près sur l'ouest de la France, mais on a l'impression que le Grand Est n'est pas chez nous, de temps en temps, quand on parle d'infra lourde, on va dire. Qu'il n'est pas, ou qu'il n'est moyennement, évidemment. Alors, quand vous pensez qu'on dit des fois que la pénétration d'Anvers est de presque 85% sur le Grand Est, 50% sur l'Île-de-France et qu'elle doit être de 50% sur le Nord-Pas-de-Calais, bon, je pourrais rajouter Rotterdam, on voit bien que c'est essentiellement que là, le gisement de fret peut être, mais aussi, c'est là où les problèmes d'infrastructure se posent. Évidemment, une question qui n'est pas là, qui pourrait être, que j'ai dû enlever parce que dans ce PowerPoint-là, mais qu'on doit se poser, c'est premièrement l'existence d'un contournement nord de Paris, qui n'est pas mais qui est peut-être plus important pour la France si on voulait conquérir l'Est, mais encore faut-il s'engager sur des politiques d'infrastructure lourdes pour du fret, ce qui reste une question essentielle. Mais il pourrait y avoir cette pénétrante, en fait, contournement par le sud des Hauts-de-France, maintenant la Picardie, puis on arrive du côté de l'Aisne et on débarque du côté de la Marne et on récupère un peu le système, ce qui est évidemment existe dans les cartons, mais uniquement dans les cartons, puisque pour l'instant on est essentiellement sur un petit raccourci entre les Normandies et l'Île-de-France. Du point de vue de Dunkerque, il reste toujours la vieille solution qui n'est pas sur la carte, mais qui est l'utilisation de la voie lourde, puisqu'on a hérité d'une voie lourde Lorraine Nord pour la ferroviaire. Tout le monde sait qu'elle existe, mais jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de service ferroviaire. Alors, est-ce que c'est la faiblesse de Dunkerque? Est-ce que c'est le fait de la faiblesse de ces trafics de l'Est? Mais en tout cas, c'est une vraie question. Et je sais, pour en avoir discuté avec le port de Dunkerque, qu'il y a une vraie sensibilité aussi qui n'est pas exprimée là, sur les tarifs, sur le modèle économique de l'intermodalité ferroviaire belge. Peut-être des distorsions de concurrence, des aides diverses et variées qui sont dénoncées, mais qu'il faut étudier, parce qu'on ne peut pas dire demain, on ne peut pas faire du yaka faucon autour du ferroviaire si on ne s'interroge pas sur le modèle qui est en face.
un modèle privé peut-être plus souple, peut-être des aides déguisées, peut-être une dynamique. Enfin voilà, on peut faire du ferroviaire, mais il faut voir ce qu'on a en face. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y a des critiques à émettre. Et c'est un vrai sujet qu'il doit y avoir pour le débat de Dunkerque, c'est de savoir aussi en face, parce qu'on a vraiment une concurrence. Si on pense que ce port doit le faire, il doit se faire notamment, c'est le sens de mon propos, par rapport à ce Grand Est, à mon avis. Et à partir de là, il faut se poser la question comment on connecte ce Grand Est. Alors après, c'est une autre réflexion sur les espaces logistiques. Aujourd'hui, cette carte-là, je synthétise à peu près, elle reprend des choses qu'on voit à droite à gauche, mais c'est en gros l'espace dédié à la logistique d'entrepôt en France. Or, on voit bien qu'on a bien l'Île-de-France, on a bien les arrière-ports de Nantes, même si ce n'est pas sur Nantes, de Fos essentiellement, mais aussi des Bouches-du-Rhône d'une manière plus large, de la Normandie, Rouen, Le Havre, le Grand Bassin parisien, un petit peu de Loiret, et puis quelques échelonnages sur la Marne, et puis après sur Lorraine, Alsace. Et évidemment, la logistique qui se trouve autour de la région lilloise, puisqu'on ne va pas le cacher. Donc voilà. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il ne faut pas oublier, avec la mondialisation, c'est un rapport très simple. C'est de la production overseas, c'est des lignes maritimes de longue distance, un débarquement portuaire et des solutions à trouver. Or, les solutions à trouver, il y en a deux. C'est soit on emmène le conteneur dans un entrepôt très loin, on le dépote et puis on se débrouille avec la distribution. Et là, il faut le dire, la France a pris un très mauvais pli logistique il y a 2 décennies, quand elle a accepté, pour des raisons locales, pour des raisons d'implantation, de mettre toute sa logistique pratiquement d'entrepôt dans l'Est parisien. Donc en gros en Seine-et-Marne. Ce qui fait que comme la Seine-et-Marne est à équidistance du Havre, presque de Dunkerque et d'Anvers, elle pose un vrai problème. Donc ça, c'est pour le bassin parisien. Et puis après, il y a cette logistique pour revenir à mon propos, donc première solution, soit on emmène très loin les camions et puis on va les dépoter dans des entrepôts, ce qui est souvent une solution française qui n'est pas une solution internationale. Souvent, dans la plupart des pays, on fait ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, on dépote en zone portuaire et après on redistribue. D'où l'intérêt et l'avantage qu'a eu Dunkerque il y a très longtemps de faire cette petite zone logistique des fruits, mais on voit bien l'intérêt. On dépote et puis après on redistribue. C'est pas pour ça que les bananes ne vont pas faire du camion, mais en tout cas, le conteneur n'a pas besoin d'en faire. Donc c'est vrai que si on envisage demain un projet portuaire pour Dunkerque, il faut absolument construire une zone XL en termes de logistique, comme on est en train de la bâtir sur Fos, comme sur le pont de Normandie, et on a encore eu des ouvertures d'entrepôts, et la ministre a visité, je crois, Bolloré il y a quelques jours. Donc on le sait bien, nous avons le même problème à Nantes, on est éclipsé en fait sur Montoire, on est un peu éclipsé par l'agglomération nantaise, et le risque pour Dunkerque, ça sera toujours d'être éclipsé par la région lilloise, alors la Lilloise ou d'Ourges ou d'autres surfaces libres de toute occupation, parce qu'il y a un rapport aussi. Alors la question, pourquoi la logistique? Le problème de la logistique portuaire, elle peut affronter aussi le cadre social qui est propre au périmètre portuaire, et la tentation des acteurs de la logistique, ça peut être de s'affranchir aussi de ça. En gros, quand vous êtes sur les règles sociales des entrepôts, vous n'êtes pas dans les règles sociales du cadre portuaire. Ce qui fait que les investisseurs font des choix. C'est-à-dire que si vous mettez en zone portuaire, vous le faites comme Ikea ou comme Maison du Monde à Fos, vous le faites parce qu'il y a du volume, et à la rigueur, l'entrepôt vous coûte, le social vous coûte, mais vous avez un tel volume. C'est valable pour Bolloré à l'export ou des choses comme ça. Quand vous êtes un importateur, un gros distributeur, la tentation est plutôt d'aller chercher de la surface à vil coût, comme on vous en offre souvent dans les périphéries des grandes villes, et puis après vous retrouvez la convention sociale de l'entreposage. Vous voyez, il ne faut pas oublier ça, parce que ça peut participer. On peut dire on va faire des grandes plateformes logistiques à condition que, en fait, on peut le faire à condition que Dunkerque devienne vraiment la plateforme d'entrée d'un grand acteur. Et on comprend bien c'est lequel, évidemment, dans la région Nord-Pas-de-Calais, évidemment avec le groupe Mullier. Et d'ailleurs, on voit bien que Decathlon ne s'est pas installé à Dunkerque alors qu'il y a des volumes, etc. etc. L'idée, c'est bien ça, c'est les grands de la distribution, et on est toujours avec les mêmes, c'est-à-dire la distribution généraliste, le bricolage, les pièces auto et le sport, qui sont pratiquement les 4 grandes familles. Et il faut absolument être là-dedans. C'est-à-dire que ce projet n'est valable, entre guillemets, si on veut être fort, que s'il se déploie avec une vraie performance logistique. Alors, elle a un avantage pour les gens, c'est que l'emploi portuaire, c'est certes un peu, l'emploi logistique, c'est beaucoup. Et sur Fos, on doit être à 5000 personnes aujourd'hui dans la logistique. Parce que c'est des magasiniers, parce que c'est du transport, c'est du suivi logistique, c'est des métiers de bureau, etc., etc.
Et là, ça a un vrai intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, il faut presque vendre le pack aux gens. C'est-à-dire que les gens veulent que le port se développe. Aujourd'hui, des manières de développer les ports, c'est de faire de la performance logistique locale. Je continue, j'en ai pas pour longtemps. Mais alors voilà, l'idée qu'on a derrière, éventuellement, c'est qu'il reste 1 à 2 millions de conteneurs de VP sur ce grand bassin qui est constitué en gros par l'est de la Picardie, l'est du bassin parisien, le Grand Est et la Nouvelle Bourgogne-Franche-Comté, voire la région lyonnaise. Alors tout évidemment n'est pas captable, mais on voit bien qu'il y a des choses à condition qu'il reste effectivement des plateformes de distribution en Lorraine, en Alsace, de la production internationale, notamment en petite industrie ou des choses comme ça, qui sont en valeur internationale. Parce que derrière, il y a toujours ce débat-là, je fais une parenthèse, il y a toujours ce débat-là. Que la France soit peuplée et qu'elle consomme, c'est une chose. Que la France produise à l'international, en dehors de l'approvisionnement des dom-toms et de l'Afrique du Nord et quelques pays d'Afrique de l'Ouest, c'est une autre question. Parce que c'est une vraie limite qu'on a depuis le début. Je ne l'ai pas mis, mais je connais les chiffres. Je vous le rappelle juste. La France, comme l'Italie et l'Espagne, importe à peu près 3 millions à 2 millions de conteneurs. En termes d'export, on a presque 500 000 conteneurs de moins que ces pays-là. C'est-à-dire qu'eux sont un peu, j'ai plus les chiffres en tête, mais on est quand même un pays à faible exportation internationale. Ce qui fait que les modèles aussi de l'in-balance, qu'est-ce qu'on rentre et qu'est-ce qu'on sort. Rentrer des t-shirts made in China ou des robinets made in China, c'est très possible. Exporter, c'est pas toujours facile. On le voit dans la région nantaise où s'il n'y avait pas les dom-toms derrière, on n'exporterait pas grand-chose. Parce qu'on est plutôt un pays d'export pour un marché européen, produits frais, etc. Et là, on bute aussi sur toute la partie, toute la consistance de l'économie française. Alors là, l'autre question qu'il y a derrière, c'est après les marchés proches, ce qu'on appelle l'Europe proche, qui est quand même capté aujourd'hui beaucoup totalement par les ports du Range Nord, c'est-à-dire surtout Anvers et Rotterdam, là, qui sont directement connectés, fluvial, ferroviaire, routier. La capacité à terme d'aller là-dessus, elle n'est pas évidente pour le port de Dunkerque, elle est quasiment nulle sur le port du Havre. Le seul qui a peut-être des capacités, c'est le port de Marseille, parce que c'est relativement proche. Et on sait bien, sur la Suisse romande, comme sur le sud, la rive droite du Rhin, il y a sans doute des choses, mais là, ça dépend essentiellement de la puissance commerciale qu'auront les armateurs, le choix que feront les grands armateurs par rapport à ça, les grands logisticiens. Et là, c'est un des combats. Il y a peut-être quelques dizaines de milliers de conteneurs à récupérer, au moins pour Marseille. Mais bon, là, on est bien d'accord que si Dunkerque, pour aller là-dessus, est pas forcément bien positionné, puisqu'imaginez bien qu'il y a 2 ports de grande taille aujourd'hui qui sont très très bien connectés, puisqu'il y a la vallée du Rhin, qui est un axe naturel, et puis on a des... Alors Anvers, il se trouve qu'Anvers, pour des raisons historiques, n'a pas de capacité à rentrer en Allemagne de l'Ouest par là. Elle est obligée de faire du tout camion, parce qu'il n'y a pas de voie ferroviaire, mais Rotterdam a une vraie puissance. Donc on sait qu'il y a du gisement de fret, mais je l'éloignerai un petit peu de Dunkerque. Quand on fait la synthèse, on est bien d'accord que voilà, aujourd'hui, il y a 2 marchés essentiels pour le port de Dunkerque. Il y a forcément un marché de proximité à mieux maîtriser, alors que ce soit du tout camion, que ce soit du fluvial de proximité, voire du ferroviaire sur l'île de France. Mais bon, il y a toujours le choix du Havre. Donc on voit bien on va dire qu'il y a un marché local que j'arrive pas à estimer, qui est un peu estimé qui est estimé dans la proposition du grand port. Mais il y a un marché à capter avec peut-être 100 à 200 000 conteneurs si on était large. Je dis comme ça à la louche, mais ça veut dire d'avoir plus de confiance des chercheurs, savoir un réflexe que j'appelle des fois le home port, le fait d'avoir ce patriotisme portuaire, qui n'est pas toujours facile, qui est en France. Alors à faire les choses, ça veut dire un vrai choix des locaux, de faire en fait ce que font les Anversois souvent. Et puis il y a la question de ce grand port, cette conquête de l'Est, qui à mon avis ne peut passer que par une voie ferroviaire lourde, enfin l'utilisation de la voie ferroviaire lourde sur une solution qui est beaucoup plus pratique, parce que en fait, comme vous remarquez, les Havrais sont obligés de repasser par Lyon pour aller vers l'Est, et en général débarquent en Alsace, vu comment c'est fait. Donc, et comme on peut utiliser la voie de l'Est aussi par Paris, mais ça veut dire à nouveau, alors pour Charenton, enfin le contournement, l'entrée dans le capharnaüm ferroviaire de l'Île-de-France,
qui existe aujourd'hui, hein, c'est pas le souci. Mais donc la question qui pourrait être demain, est-ce qu'il ne faut pas utiliser ça? Mais encore une fois, c'est du yak à faucon, c'est pas que l'infra, il faut qu'il y ait des services. Alors est-ce que Dunkerque pourra porter, est-ce que l'État pourrait porter? Mais on pourrait avoir une sorte de schéma national aussi, en considérant que l'axe Rhône, en fait, on a un axe Rhône naturel, on a un axe Seine naturel. Peut-être peut-on avoir un axe nord qu'on pourrait presque appeler Nord-Lorraine, hein, presque à l'ancienne, hein, celle qui existait, pour voir si ce port-là... Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que je considère, quand on réfléchit, on peut avoir des doutes sur beaucoup de choses, mais ce port n'a un intérêt que si par la logistique proche et le patriotisme économique des acteurs du Nord-Pas-de-Calais, du Hauts-de-France, et d'un autre côté, une vraie politique d'infrastructure et de services vers l'Est sont les trois clés de ce port, de cette extension. Proximité et logistique, c'est une évidence. Le patriotisme économique, après, il faut qu'il y ait des coûts, etc. Mais un vrai intérêt des acteurs, sans oublier que Le Havre est quand même derrière. Enfin, vous l'avez dit, on l'a dit en introduction, on est quand même dans un port qui rentre un peu... Ce projet et vouloir le développer, c'est un peu comme comment on dit, c'est un coin dans des planches. Hein. On essaye un peu de forcer. Alors, pourquoi on essaye de forcer? Et la question, elle peut se poser derrière. C'est pourquoi forcer ce port? Pourquoi forcer un espèce de updating du port alors qu'on a un port du Havre qui a Port 2000, à qui on fait des voies ferroviaires et qui est en train de se développer. Et que d'un autre côté, on sait la puissance de Rotterdam et d'Anvers-Rotterdam qui vient de faire encore une extension, Anvers, etc. Comment arriver à considérer ça? Alors, la question, première, c'est de se dire, effectivement, ça vaut pas le coup. On va peut-être faire des trucs qui ne servent à rien à la française, c'est-à-dire qu'on pense infra sans parler marché. Alors, donc, la deuxième réponse, c'est de se dire, peut-être qu'il y a une solution, mais il faut véritablement rentrer dans une stratégie nationale portuaire en disant, voilà, je fais des axes, axe Rhône, axe Saône, axe Nord, j'offre la proximité, je travaille avec mon territoire, les collectivités accompagnent la démarche, on essaye de faire ce fameux patriotisme et on essaie éventuellement de conquérir l'Est. Et comme vous le voyez là, effectivement, les réseaux qui sont Nordlink, Aropa, comme Medlink, c'est un peu la stratégie collective, il faut que les territoires vont suivre. Et je pense aujourd'hui plus que Dunkerque, comme Marseille, a plus de possibilités pour la réserve de marché qui resterait le nord-est, que Aropa qui est un peu bloqué par les solutions ferroviaires. Donc voilà comment je peux... Alors, ma dernière réflexion, j'ai terminé, mais c'est de se dire, est-ce que le monde portuaire français ne mérite pas une petite extension de capacité quand même? Alors, je ne parle pas du prix et tout ça, sur Dunkerque, en se disant, il n'y a pas de raison de laisser, encore une fois, c'est de l'infra, il n'y a pas de raison de pas donner de la capacité à Dunkerque. Pourquoi? Parce que Dunkerque est proche du range maritime. Dunkerque est connecté route, est connecté fluvial, est connecté ferroviaire. Ce que n'a pas Zeebrugge. Zeebrugge a des problèmes de route et des problèmes fluviaux. Anvers, c'est quand même à l'intérieur. Est-ce qu'on ne mérite pas un espèce de sport bis d'eau profonde? Parce que Dunkerque est quand même un port de haute mer par rapport, comme Le Havre et Dunkerque sont des ports de haute mer et qui ont des solutions terrestres intérieures, là où Anvers reste un port avec l'histoire de la congestion et tout ça. Enfin, voilà, c'est une vraie question derrière. Je fais comme tout le monde. La première réponse, c'est de dire non. La deuxième, c'est de dire oui. Et la troisième, c'est de dire peut-être, ce qui vous aide pas forcément. Mais encore une fois, moi, je pose un peu l'ensemble des problématiques en disant, ça ne se vaut, pour terminer, je pense que je suis un peu limite par rapport au temps que vous m'aviez imparti, mais on est bien là-dedans, c'est-à-dire un port logistique, un port d'une économie de proximité et un port projeté vers l'extérieur avec une solution d'infra, mais aussi des solutions de service. Sinon, on reste à l'ancienne, un port français d'infra, on a des belles routes, on a des beaux quais, on a des belles solutions ferroviaires et on n'a pas de marché. Et je crois que j'ai terminé. Merci beaucoup pour cette introduction tout à fait intéressante. Quelques questions spontanément. On va épuiser cette querelle. Elle est venue à l'initiative des parlementaires, mais elle est souvent posée sur les débats publics, sur les marchés, dans la rencontre avec les populations. Quid quand même sur les zones que vous avez indiquées de la concurrence avec Le Havre? Est-ce qu'au fond, Le Havre n'a pas la même stratégie de
conquête de parts de marché en Île-de-France, sur le Grand... Donc, quid... Et autre question qui est posée, est-ce qu'on ne pourrait pas s'entendre finalement pour... est-ce que Le Havre et Dunkerque ne pourraient pas s'entendre pour aller chercher ensemble du conteneur avec un peu de spécialisation donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il en est de... Évidemment, moi je serais pour une vraie stratégie portuaire, c'est-à-dire qu'on soit au plan de vue national sur une description ferme, alors pas le schéma qu'on a écrit en 2013, là, qui s'est du Yaka Faucon un peu, qu'on écrit vraiment les choses, c'est-à-dire qu'on considère qu'on a un repas sur l'axe Seine, engageant les collectivités, les ports et à la conquête des clients. Medlink, évidemment, l'axe, pour rien de vous cacher, Elisema va travailler pour la mission interministérielle de l'axe Rhône, et je vois bien les problématiques. Et d'un autre côté, dire le port de Dunkerque, comme le port de Nantes, et quelque part les ports d'Aquitaine, doivent être des ports régionaux, taillés correctement, c'est-à-dire des capacités maritimes qui permettent d'accueillir ce que donne le marché aujourd'hui, construire les infrastructures logistiques qui rentrent dans la logique d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait de l'entrepôt bord à quai ou à proximité, parce qu'on ne va pas transporter des caisses métalliques sur des kilomètres, et puis essayer de développer des relations clients fortes. C'était vraiment, et c'est souvent ce qui nous manque un peu, c'est cette notion de home port, cette question de patriotisme portuaire. Et là, c'est là le rôle des collectivités, des CCI, des ports intérieurs, notamment les petits ports fluviaux du Nord-Pas-de-Calais qui ont la proximité du client. C'est pour ça qu'il faut sans doute inscrire une vraie stratégie. Peut-être en définissant, c'est la façade ouest, bon, je ne suis pas là pour ça, mais peut-être c'est 3-4 entrées, et après définir aujourd'hui, derrière, qu'est-ce qui manque, quitte à l'écrire pour 100 ans, c'est-à-dire le contournement ferroviaire de Lyon, le contournement ferroviaire de Paris, la construction d'un axe nord-nord-est qui rentre, en plus vous voyez bien, c'est très bien aligné, c'est-à-dire qu'on a bien les ports du nord, il y a un peu de trou, mais à la rigueur c'est le Hainaut, et puis on glisse sur Givet, Sedan, et après on peut rencontrer les ports de Lorraine et les ports d'Alsace. Voilà, c'est de se dire aujourd'hui on arrête de pleurer, et on arrête de pleurer par rapport à la concurrence, et on se dit on inscrit un vrai schéma portuaire national. Alors, ça veut dire identifier les choses, soutenir, voilà. Bon, c'est un peu ce que je veux faire avec la mission interministérielle de l'axe Rhône, mais j'aurai une mission je dirais un peu la même chose, c'est de voir quels sont les leviers de politique publique, des collectivités, de l'État. Ça peut être du marketing, voilà. Pour qu'on arrête éventuellement d'être dans l'autoflagellation qui a plus de 100 ans, il ne faut pas oublier, même dans le Nord-Pas-de-Calais. Hein. Mais ça veut dire inscrire une vraie politique publique autour des ports, avec des stratégies d'axe. Oui, je reprends la question et la réponse en l'étendant sur 2 points. Premier point, qu'est-ce que l'Interland, qu'est-ce que le marché local? Parce que on a là évoqué Le Havre et Dunkerque, mais lorsqu'on a discuté aussi avec le port de Marseille, quand on demande au port de Marseille-Fos quel est votre concurrent le plus direct, ils répondent Anvers. Donc, alors qu'on pourrait croire que c'est Valence, Gênes, ou donc qu'est-ce que l'Interland? Parce que finalement, à Marseille, on découvre qu'ils ont une liaison ferroviaire jusqu'à Rennes par Lyon, ou qu'ils desservent aussi en produits frais. Ils ont une niche produits frais, ils vont jusqu'à Rotterdam. Donc voilà, première question. Deuxième question, ça rejoint ce que vous venez de dire en fonction des réseaux. Il y a des conseils de coordination interportuaire. Il y a aussi des structures actives. Donc là, vous n'avez pas mis, par exemple, le Conseil de coordination interportuaire atlantique. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de structure porteuse comme Aropa, comme Medlink qui existe, sachant que pour Medlink, le Conseil de coordination interportuaire et logistique a été postérieur à la création de Medlink. Donc, quelle est l'articulation entre l'aspect réglementaire et puis l'aspect bras séculier actif? Alors, je vais être pragmatique et pas langue de bois. Je pense qu'effectivement, sur la façade, c'est très difficile. On a 3 ports en concurrence. Là, il n'y a pas d'axe naturel. Et je pense que c'est un peu... tant qu'on n'arbitre pas, c'est-à-dire qu'on interdit à un port ou un autre de faire des investissements, ce qui n'a pas été le cas, puisque La Rochelle a cru sur le dos de Nantes, ça va être très difficile, et sur le dos de Bordeaux. Donc là, je pense que c'est très difficile. Donc, le lieu commun, c'est de laisser au port de Charente, les ports de Nouvelle-Aquitaine, faire le marché, vous voyez bien, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, et puis nous, d'essayer de construire un axe Loire. Donc vous voyez, on est bien dans une logique de la France, des pénétrantes portuaires. Moi, je suis plutôt là-dessus. Après, la vraie question, c'est l'Interland français. De quoi est-il fait ? Et cet Interland, il est très bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, il est constitué d'une espèce de grande mégalopole qui est la région parisienne, qui a sa dizaine de millions de consommateurs. Puis, il ne faut pas oublier, en France, on est plutôt sur des villes de 500 000, 600 000, 1 million d'habitants. On n'a pas d'autres grandes... Même Lyon, on n'a pas d'autres grandes mégalopoles.
Donc ça veut dire que la distribution, elle est forcément un peu impliquée par ça. La deuxième problématique, c'est l'export. Et ce pays a une très faible proportion d'export. C'est-à-dire quand vous regardez aujourd'hui, l'essentiel, c'est le cognac, les eaux minérales, les pneus de Michelin, une partie de la production agroalimentaire pour les dom-toms et pour des marchés d'export asiatiques. Donc vous avez tous les flux de frais, par exemple, sur Le Havre et sur Nantes-Saint-Nazaire. Vous avez des remontées de cognac et de Bordeaux, enfin d'alcool sur Le Havre. Vous avez la descente des pneus, etc. Quand on commence, et la descente des eaux minérales. C'est-à-dire c'est très très frappant. Après, ça n'empêche pas des conteneurs de mayonnaise, de détergent, parce que c'est des choses qu'on trouve. Le premier marché d'un armateur sur l'Algérie, c'est la mayonnaise, vous vous rendez compte ? La puissance exportatrice de ce pays. On n'a pas les machines-outils allemandes, on n'a pas le carrelage espagnol, on n'a pas les produits alimentaires italiens, on n'a pas les produits... Alors, on a les produits de luxe, etc. C'est pour ça que c'est très difficile. Et aujourd'hui, par exemple, à Dunkerque, c'est essentiellement des fruits pour le marché local. Et alors, pourquoi les fruits ont pris ? À cause d'une bonne grève du Havre du côté 89, faut pas oublier. C'est comme ça que les fruits ont pris à Dunkerque. Ils n'ont pas pris par magie, ils ont pris aussi parce qu'il fallait trouver une solution logistique. Et la souplesse sociale de Dunkerque a beaucoup aidé au développement du pôle fruitier. Et puis après, on a des marchés locaux, effectivement, d'export de tels produits. Mais là, on est dans une sorte d'épicerie de la conteneurisation qui est très difficile à maîtriser. Je me souviens, par exemple, des conteneurs d'amidon. Je ne sais plus à quoi servent ou par exemple le houblon de brasserie, qui est un des produits qu'exportent par exemple les Européens sur la Chine. Voilà. Mais c'est très difficile à faire. Et en fait, l'absence à la fois de grosses métropoles d'équilibre en France sur consommateurs. Enfin, je ne parle pas vous voyez, comme en Allemagne, l'Allemagne du Sud, la Rhénanie, l'Allemagne du Nord, Berlin. Ça fait des grosses tâches un petit peu. En Italie, vous avez à la fois la région de Rome, vous avez les différentes... En France, on a toujours un peu cette faiblesse. Par exemple, Toulouse est une grande ville, mais Toulouse n'exporte rien aujourd'hui. Elle exporte des avions. Elle n'exporte rien à l'international et elle représente un petit marché parmi d'autres. Et ça, c'est pas évident parce qu'on a du mal à comprendre comment est fait l'Interland. Alors nous, on a proposé avec l'ISL, on a directement contacté le port de Dunkerque parce qu'eux ont des méthodes statistiques, donc on est entre guillemets malin comme provider d'analyse. On leur a proposé, et notamment l'ISL a une lecture, mais même quand vous regardez les cartes que Maison et Match, qui était à côté de moi, vous verrez la France, c'est souvent des petites particules voilà. Alors aussi, une chose qu'il faut retenir, il y a le problème en France de ce qu'on appelle le car carrier et le haulage carrier et le merchant carrier. Merchant haulage et carrier haulage. Je m'explique. À l'import, à l'export, vous avez des grands industriels français de l'agroalimentaire, essentiellement, notamment, qui ont des gros marchés internationaux, qui ont des zones de production très marquées, qui ont tendance à signer des contrats avec un armateur de référence, qui est souvent CMA-CGM, mais ça peut être un autre, mais c'est pareil pour les exportateurs de vin, qui vont choisir un port de proximité. Là, en gros, vous avez des gros faiseurs français qui passent par un port français parce qu'ils ont signé des gros contrats avec des gros opérateurs. Donc ça veut dire que les trafics sont très polarisés et ne bougent pas trop parce qu'on a une sorte de solution industrielle depuis longtemps. Et puis à l'inverse, vous avez l'importation de la grande distribution, grande distribution généraliste, mais aussi tous les sous-groupes qui la composent, prenant le groupe Meunier, qui eux ont plutôt tendance à se fournir sur le marché mondial, à acheter international, qui achètent du transport maritime international, qui passent par des intermédiaires qui sont les transitaires logistiques français, qui n'ont, j'allais dire une grossièreté, mais qui se fichent totalement de par où ça passe et ont tendance plutôt à même privilégier Anvers. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui. C'est-à-dire que l'essentiel de la grande distribution, elle est faite sur ce processus très international de la production, mais aussi du passage portuaire, voire de la logistique. Et c'est pour ça que c'est pas facile. Alors, Dunkerque a eu cet avantage qui s'est positionné sur une niche de marché import qui est les fruits. Mais vous remarquerez, on n'est pas encore dans la niche d'où l'intérêt de fixer ces acteurs de la logistique internationale. Par exemple, à Rouen, vous avez Radicatel, où il y a Brico Dépôt qui s'est installé avec Kaoten d'Acier, qui est un gros faiseur belge. Mais c'est ça qu'il faut aujourd'hui, demain, c'est essayer de construire cet import international. Et le problème, c'est qu'on a ces gens de la grande distribution qui ont une vision, eux, d'abord les acheteurs de transport, que sont les personnes de la grande distribution, ont une vision très économique. Et puis après, vous avez les transitaires eux-mêmes, qui souvent vivent de leur métier de transitaire, c'est-à-dire de la distance, du camion, etc. Et cette imbalance a toujours été remarquée en France. En gros, les conteneurs nationaux sortent par les ports français, les conteneurs internationaux rentrent par les ports belges. C'est la vision très grossière. Et si Dunkerque veut réussir, elle doit réussir en étant une porte d'entrée des produits concurrents des ports belges. Et c'est pareil pour Le Havre. Parce que sortir les conteneurs français, c'est pas dur. Il n'y a pas de conteneurs qui remontent à Anvers.
À part en Pas-de-Calais, en Nord-Pas-de-Calais, les conteneurs ne sortent pas par Anvers. Ils rentrent par Anvers. Mais parce que vous avez vu, on est dans le... Et ça, c'est important parce qu'on touche la sociologie, l'économie portuaire vraiment dans son fond. Et ça n'a jamais trop vraiment été compris par le... Je vous relance, mais il y a des choses qui ont été dites dans l'étude et la mission TI du think tank qui s'appelle TDIE, qui était l'an dernier. Il y a pas mal de choses qui ont été dites là-dessus. Et à propos, c'est vraiment des choses très connues, y compris par des universitaires ou des spécialistes belges, hein, qui savent très bien de quoi est fait leur port. Et si Dunkerque veut être, il faut qu'il soit en fait... Je l'ai écrit plusieurs fois, mais il faut qu'il soit aussi un port de il faut qu'il soit un port de commerce comme les Anvers. Et pas un port d'infra comme a tout le temps été le Havre et qui est en train enfin de se transformer. Marseille arrive à jouer cette mixité. La modernité portuaire, c'est d'être des ports de commerce, c'est-à-dire des intermédiaires de commerce, import-export. Et pas des ports d'infra dans lesquels on met des bateaux, on sort sur des camions qui vont sur des réseaux routiers. Est-ce que dans ce cadre-là, la dimension industrielle du port de Dunkerque peut être un atout du point de vue de la capacité à faire l'équilibre que vous dites? Alors là, évidemment, c'est une question qui est toujours un peu particulière, c'est qu'est-ce que le tissu industriel peut sortir local en conteneur? Évidemment, la puissance sidérurgique, mais aussi produits métallurgiques, hein, je pense à quelques fabricants de produits spécialisés, ça peut être évidemment un atout. Mais ça, de là à le surdévelopper, bon... C'est pas facile Bon, le transfert de produits industriels au conteneur est une chose qui est peu connue, mais ça peut exister effectivement, exportation de tubes, de pièces métallurgiques particulières ou d'aluminium de l'autre côté. Hein. Mais aujourd'hui, c'est un modèle qui est peu observé. Bon, on voit à Marseille, on a des productions sidérurgiques qui partent en bateaux dédiés et non pas en conteneur. C'est pas forcément les choses. Alors, vous avez beaucoup parlé de la qualité logistique locale. Enfin, j'ai pu entendre votre exploit. Quelles sont les composantes de cette montée en qualité de l'offre logistique? Vous avez dit disposer d'entrepôts Boracay, mais au-delà même, quelles sont les caractéristiques modernes ou d'avenir de cette qualité? L'idée qu'on a beaucoup, c'est que finalement la conteneurisation notamment, et surtout parce qu'on parle de conteneurisation, est dans une logique de produits de distribution. Donc à partir de là, on pense qu'il faut vider le conteneur dans un entrepôt offrant des solutions logistiques. En gros, on est dans le dépotage et après dans la desserte du territoire. Alors, la question, elle est centrale. Le problème, c'est que ça peut être fait partout. C'est-à-dire vous pouvez faire la même chose à 200 mètres du quai, comme à Maubeuge ou à Laon. Il n'y a aucun souci. Et même à Maubeuge ou à Laon, vous aurez un territoire foncier qui vaudra rien du tout. Alors moi, j'appelle ça l'arc-en-ciel logistique. C'est simple. Plus vous êtes proche du port, plus le foncier vous coûte cher, mais moins vous avez de transport routier. Parce qu'il faut pas oublier... Enfin, emmener un camion à Maubeuge ou à Lyon, c'est presque le même prix aujourd'hui, un conteneur. Donc c'est pour ça qu'il faut... L'idée, c'est d'offrir de la logistique de proximité pour que l'acteur... c'est simple, un conteneur n'a aucune raison de faire plus de 50 km en camion. Et vous allez à Rotterdam comme en Californie, vous ne voyez pas des conteneurs sur les réseaux autoroutiers. Parce que les conteneurs, soit ils sont dépotés, soit ils passent sur une solution logistique de longue distance. Alors en France ou en Europe, on a la possibilité de faire de l'espèce de courte moyenne distance. Donc si on ne le fait pas à Dunkerque, on peut très bien le faire effectivement à Onnaing comme à Dourges. Et si vous regardez le développement de la plateforme de Dourges, elle s'est bien faite là-dessus. Elle s'est bien faite parce qu'on avait un espace logistique dédié à cause du foncier, on avait ces solutions ferroviaires et routières, et aujourd'hui Dourges a des conteneurs débarqués, a des solutions ferroviaires. Donc Dourges est un atout aussi pour Dunkerque, parce que comme Lille, Dourges, Onnaing, peut-être d'autres solutions, c'est de se dire on peut avoir une sorte de rétroport multimodal qui rentre bien dans la modernité, si en plus on est dans la transition énergétique, etc. Et juste une remarque, c'est aujourd'hui ce que fait le port de Bruxelles, c'est ce que fait le port de Liège, y compris pour Anvers. Et on est dans des distances microscopiques. Hein. Le premier terminal fluvial au sud d'Anvers doit être à 40 km. On est vraiment, mais c'est possible parce qu'on a des coûts à la pince de déchargement qui sont très bas et après on se retrouve dans un foncier. L'avantage c'est qu'après le foncier est pas cher, vous n'êtes plus dans les règles sociales des ports, on peut faire avec peu de moyens. Parce qu'on n'est pas dans l'infra, on est dans les solutions plutôt, j'allais dire pragmatiques de l'économie. Ce qui n'est pas forcément la solution portuaire, on est souvent dans l'infra et dans la culture du mieux disant plutôt que du moins disant. Oui, Dunkerque exporte pas mal de céréales en vrac, bon, comme Rouen. Est-ce que finalement, dans l'esprit de faire en sorte que la desserte de l'Hinterland soit dans les deux sens et à plein dans les deux sens, est-ce qu'il y a des problèmes particuliers qui font que
le même camion, la même barge, le même train puisse prendre tel ou tel type de marchandises vrac dans un sens et conteneur dans l'autre? Malheureusement, on voit rarement de l'in-balance entre les deux. C'est souvent plutôt l'avantage d'avoir des trains qui peuvent faire les deux en vrac, plutôt qui rend... C'est rare d'avoir aujourd'hui, à moins d'avoir des solutions innovantes, mais on est plutôt dans l'équilibre, enfin chaque marché est son spécifique. En gros, on amène des trains de céréales et on ramène des wagons vides. C'est rare. Bon, pareil à cause de la spécificité des marchandises, on n'a pas de mix entre les deux trafics. Alors, par contre, peut-être qu'on peut avoir sur certains produits agricoles, et en fait c'est l'orge maltais dont je parlais là, notamment pour les brasseries, on peut avoir des trafics qui eux font l'objet de conteneurisation des trafics agricoles parce qu'on est dans des spécialités des marchés de niche. Il y a la question du sucre aussi qui peut se poser. Alors, je ne sais pas où on en est, là je vous avoue, sur la libéralisation du marché, puisqu'il y a un terminal sucrier qui peut aussi faire l'objet de conteneurisation, mais encore une fois c'est peut-être une micro-niche qui existe. Vous dites on doit dépoter sur le port et on doit redistribuer. Il n'y a pas de raison qu'un conteneur fasse plus de 50, 60, 70 km. Mais on les met où ces conteneurs les marchandises, une fois qu'elles sont dépotées oui, à Dunkerque ça c'est une question intéressante parce qu'il ne faut pas oublier, il y a la question du vide, des dépôts de vide. Parce que les conteneurs, c'est beaucoup de dépôts de vide. Et donc ça veut dire que le port de Dunkerque doit devenir un stock de vide, mais il doit y avoir des ports à l'intérieur relais. D'où l'intérêt notamment de ces ports fluviaux, c'est-à-dire d'avoir de la mise à disposition. Et les armateurs c'est pas les ports, c'est souvent les armateurs qui choisissent d'avoir des dépôts de vide. Par exemple, nous on a un dépôt de vide à Montoir, Bord-à-Quai. On a un dépôt de vide en arrière portuaire à 3 km, mais il n'y a pas de dépôt de vide à Nantes. Parce qu'en fait, les armateurs ne veulent pas gérer un 3e dépôt de vide. Parce qu'en fait, il y a toute une économie du vide, c'est-à-dire repositionner le conteneur, le positionner en entreprise, etc. Donc vous voyez, c'est une espèce de triangle entre le port, l'entreprise et le dépôt. Donc normalement, c'est intéressant d'avoir des ports fluviaux à l'intérieur qui servent de relais. Éventuellement, s'il y a des problèmes de vide, on les ramène. On repositionne les vides. Par exemple, une partie des trafics de Mulhouse sont en fait des conteneurs vides qui revenaient de Rotterdam à Peugeot pour repositionner les vides pour que Peugeot puisse renvoyer ses pièces détachées pour ses usines internationales. Donc vous voyez, on peut même avoir, d'où l'intérêt du fluvial, justement, parce que comme il est pas cher, il peut gérer aussi un conteneur vide entre payer 500 € pour un conteneur vide et payer peut-être 250 € pour un conteneur vide en fluvial. Vous voyez l'arbitrage. D'où l'intérêt d'avoir un petit réseau fluvial et ce réseau de dépôt et de proximité. Et là, c'est en fait le choix notamment des armateurs, les 3-4 qui sont présents, là, d'avoir une stratégie de dépôt. Et on a le cas, par exemple, de la région rennaise. On a 3 dépôts à conteneurs autour de Rennes. Et il doit y en avoir cachés dans le Nord-Pas-de-Calais pour les mêmes raisons. Parce que quand un client a besoin d'un conteneur, on a juste un transporteur routier. Alors ça peut être géré par un transporteur routier, mais cette économie est relativement importante parce qu'elle participe justement du modèle économique de la conteneurisation à l'import et à l'export. Vous avez dit qu'on pouvait en quelque sorte compenser le handicap que représenterait la convention sociale des ports par rapport à la convention sociale de l'entreposage par du volume. Vous avez une idée des volumes qui permettent de compenser ça? J'ai pas d'idée, mais quand on voit comment nous, par exemple, à Montoir, on n'arrive pas à développer la plateforme logistique. Alors c'est des choix et je pense qu'il faut s'y arriver très vite. Il doit forcément y avoir une économie derrière, c'est-à-dire que c'est pour ça que Le Havre et Marseille se sont pas mal développés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était tel volume qu'il vaut mieux aller dépoter en zone portuaire. Alors la question peut être éventuellement du social portuaire, entre du Bord-à-Quai et du périmètre, si vous voulez. Il y a des choses qui sont en périmètre portuaire. Par exemple, la zone du pont de Normandie, elle est dans le périmètre du port, mais elle n'est pas en zone portuaire. Donc elle est sur les espaces portuaires qu'on a donnés, puisqu'on leur a donné des tailles XXL à nos ports dans les années 60. Et alors c'est pareil, il faudrait voir à Fos, mais on a un vrai développement, d'où l'intérêt d'avoir un grand périmètre portuaire. Il y a de la place, notamment encore derrière les... après l'arbitrage, il est plutôt sur du petit entrepôt, entre faire un petit entrepôt logistique dans un port et puis le faire à 4 km. Mais quand on est dans du XXL, quand on commence à être dans du volume, on n'a qu'à voir les investissements de SDV, notamment au Havre récent, mais on est sur des grosses surfaces. Et pour moi, la logistique, c'est vraiment, si vous voulez, c'est comme une espèce de clé. Soit on est dans la proximité, on fait de la logistique, soit on est dans du long, on fait du ferroviaire ou du fluvial. Il faut laisser aux routiers cette espèce d'entre-deux. Et ça, juste une chose, ça se voit très bien en Belgique. Anvers, c'est le port de la proximité. C'est le port du camion sur 120 km.
c'est Rotterdam qui a un meilleur réseau fluvial et ferroviaire qui gère le 500 à 1000 km. Vous voyez, en fait, ça fait presque comme des poupées russes, notre système. Vous voyez, un port de Dunkerque, enchâssé sur un port d'Anvers, lui-même enchâssé sur un port de Rotterdam, lui-même éventuellement enchâssé sur les ports allemands qui ont encore plus de profondeur derrière. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et le Havre repartant dans l'autre sens, c'est-à-dire quand on a le Havre, puis après on peut avoir les ports méditerranéens. Bref. C'est un peu grossier, mais c'est un peu ça. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver dans cette poupée russe. On est bien en train d'essayer de se poser la question quelle est la taille de la poupée russe qu'on veut donner à Dunkerque. Est-ce qu'on ne l'update pas un petit peu pour ne pas la faire la plus petite, pour faire ce port moyen que pourrait mériter les Hauts-de-France? Quid de la gestion des petits volumes? C'est une question qui a été posée dans plusieurs focus group. Ça, finalement, dans les petits volumes, on voudrait bien participer du patriotisme que vous dites, on industriel sur le port, mais les petits volumes. Comment on arrive à faire des petits volumes, en additionnant des petits volumes, des gros volumes? Ça peut être aussi l'intérêt d'avoir un port relativement diversifié, c'est-à-dire que la grande logistique, c'est bien, il faut qu'on ait des acteurs intermédiaires. Notamment, on a Bolloré, mais on peut avoir, nous on en a dans l'Ouest aussi, ces petites sociétés qui peuvent répondre à cette question-là. Et pas des logisticiens qui vont choisir la facilité, comme ça coûte à Anvers. C'est plutôt d'avoir ces acteurs portuaires intermédiaires, d'où l'intérêt de ces petites plateformes logistiques, de trouver ces partenaires qui sont pas des manutentionnaires, qui sont des logisticiens portuaires. Alors les logisticiens portuaires sont différents des grands logisticiens, entre un espace d'entrepôt, de dépotage, etc., ou un logisticien portuaire, c'est un peu différent. Vous êtes importateur d'éoliennes, vous avez de morceaux d'éoliennes ou exportateur, c'est lui qui va vous capter les pièces, qui va peut-être les décharger, les recomposer. Voilà, c'est plutôt d'être là-dedans. Là, on parle plus. J'essaie de faire une distinction entre la logistique portuaire, on va dire la logistique d'entrepôt-distribution qui est un peu différente. Et là, c'est l'intérêt pour les petits clients, d'où d'avoir ces petits acteurs portuaires qui sont vraiment au service de la marchandise. Le problème à Anvers, c'est que vous avez toutes les catégories. En fait, à Anvers, vous avez 3 catégories. Vous avez le logisticien qui va vous rendre tous les services que vous avez besoin si vous êtes un petit client. Il y a la grande logistique d'entrepôt. Et en plus, il y a ce qu'on appelle les European Distribution Centers, qui sont un vrai problème pour nous au Benelux. C'est que Adidas, Reebok, les fabricants de pneus internationaux, tout ça, ils ont des grands entrepôts. C'est-à-dire qu'eux reçoivent tous leurs conteneurs monde pour l'Europe du Nord. Ils sont là, ils les dépotent. Et ça, la France n'en a jamais eu. Donc ça, on sait bien qu'on n'aura pas ces Européens-là, même si, par exemple, c'est ce que fait, par exemple, Maison du Monde, qui est un gros importateur qui le fait, c'est-à-dire elle a un gros entrepôt central. On n'aura pas ces gens-là jusqu'à présent. Par contre, on peut essayer de construire les 2 niveaux, qui est la grande logistique d'entreposage et le service portuaire pour les... Et comme on disait traditionnellement, c'est un peu l'image. À Anvers, on vous trouvera toujours un problème. Le conteneur est en retard, il avait 3 jours, c'est pas grave. On vous le prendra, on vous le dépotera, on vous l'amènera, voilà, qu'on trouve ça. Alors que les ports français ont vraiment été faits pour des bocaux, pour des gros armateurs, notamment le National, etc., qui vont distribuer en tout camion en France. Mais c'est pas ça aujourd'hui. Ça a été ça. Mais la globalisation plus ce tout Made in China, etc., fait qu'on est obligé de passer par autre chose, qui est la logistique portuaire. Oui, et là encore, relation avec la desserte de l'Interland, parce que finalement, les petits volumes, ça veut dire difficulté quand même de composer des trains de wagons isolés. Donc, est-ce que c'est pas aller contre le report modal? Oui, effectivement, il y a cette question, c'est comment on va gérer le report modal. C'est-à-dire dire on va faire des grandes solutions ferroviaires. On est vraiment... Là, encore une fois, cette petite logistique portuaire au service du client, elle est essentiellement faite pour ce petit marché de niche qui sera, on le sait bien, en tout camion, d'un côté. Et puis de l'autre, on doit essayer de construire. Mais si CMA ne l'a pas fait, c'est qu'il ne doit pas l'avoir. Et puis aujourd'hui, elle a des meilleures solutions. Il faut ces grands acteurs. Alors, grands acteurs logistiques comme CMA, CGM. Si vous avez suivi l'actualité, il vient de vendre ce Green Modal au groupe Charles André. Mais à la rigueur, c'est pas plus mal. On peut avoir un acteur français qui s'est pas mal constitué parce qu'il y a Novatrans, on commande une sorte de consolidation d'une offre privée française face à Naviland Cargo qui n'a pas dit son dernier mot. Et c'est ces acteurs-là plutôt qui vont offrir justement l'intérêt finalement que Greenland, l'intérêt que CMA quitte Greenland, c'est qu'on retrouve une vraie concurrence nationale non dédiée. Et à la rigueur, si vous êtes client, et c'est pareil sur les solutions fluviales, on l'a sur l'axe Seine ou sur l'axe Rhône, des concurrents. On avait Logis Rhône, mais on a aussi d'autres acteurs. Il faut qu'on ait en gros, il faut qu'on ait des solutions d'infra permettant à un marché de se constituer. Alors un marché qui va souvent être à 2 ou 3, mais c'est
eux pourront répondre à ce que vous dites. C'est-à-dire, je suis client lorrain, j'ai mes exportations de mon fameux Malte, orge de Malte, etc. C'est mes 80 conteneurs vers la Chine de cette année. Voilà, je signe mon contrat et je peux trouver, et je ne suis pas obligé de faire 500 km. Voilà, j'ai une vision très marché, hein, très Benelux en gros. Hein. C'est bien un port qui est essentiellement un port qui a des capacités qu'on modernise, avec une communauté portuaire dynamique, avec des acteurs qui vont chercher le marché, littéralement. Je vais juste vous faire une petite parenthèse. Chez nous, pourquoi l'autoroute de la mer a raté à Montoire il y a quelques années? Elle a raté parce qu'on avait un phénomène à l'époque, l'économie espagnole et portugaise était faible et tout ça. Et puis l'armateur a lancé la ligne et puis pendant longtemps, il ne se passait pas grand-chose, notamment sur certains marchés qu'on ne comprenait pas. Et puis ils ont embauché 2 commerciaux et les commerciaux ont commencé à aller chercher les clients. Et en fait, on s'est aperçu qu'une ligne roulière, ce n'est pas 20 000 camions qui vont venir, c'est 40 camions de colle industrielle portugaise. C'est 50 camions de tels produits agricoles. Et c'est ça en fait le problème, c'est que derrière, il y a une forme d'épicerie portuaire qu'il est très difficile à comprendre. Donc moi, je vous dis des grandes théories, mais il faut une vraie culture de marché. C'est-à-dire aller chercher telle boîte qui est le spécialiste d'eux, telle boîte qui importe telle chose. Dernière chose, j'ai fait une étude bois il y a quelques années, je suis tombé sur un importateur de contreplaqué qui était chaudement installé tout seul, sans entrepôt, en Seine-et-Marne. Lui, il n'avait qu'un téléphone, il achetait du contreplaqué international. Et lui, son contreplaqué, sur un marché mondial, avec du prix de contreplaqué des opportunités, il achetait et il faisait rentrer Marseille, Le Havre, Anvers, selon. Et après, il commandait, etc. Donc, il y a des gens comme ça qui ont finalement une forme de dématérialisation du marché qui demandent après une matérialisation. Et si on n'a pas des solutions logistiques, c'est-à-dire des gens qui reçoivent, qui sont capables de traiter, etc., etc. En gros, pour finir, je suis vraiment dans l'idée, si le port de Dunkerque veut faire de l'infra, il faut qu'il soit un port de commerce et pas un port d'infra. Quelle est la place, et pour terminer, de l'innovation, de la technologie dans cette affaire? Alors évidemment, je suis en plein là-dedans, on parle tout le temps, qu'évidemment, le port, le smart port. Parce que le smart port avec la smart logistique, c'est évidemment, j'allais dire, c'est comme inventer le 2 roues sans mettre un moteur dedans, quoi. C'est aujourd'hui le smart, parce qu'en fait, la chaîne logistique a besoin de smart. Le fonctionnement portuaire, on sait que la dématérialisation, les nouvelles technologies. Donc, s'il y a un port de Dunkerque, évidemment, c'est qu'il doit être avec la communauté portuaire électronisée, mais aussi la communauté économique. Donc, on offre des solutions, tout ce qui va être le tracking, le tracing, qui va être la suivi, la compréhension, la fiabilité. Voilà. Le smart port, évidemment, j'allais dire, c'est presque la mention. C'est le moment, mais de toute façon, on l'exige. Hein. Vous êtes content de savoir à quelle heure part votre train. Donc, ça va être ça. Donc, il faut que ce projet soit accompagné par le smart. La performance à Vraise et à Marseille passe aussi beaucoup là-dessus. Les Marseillais ont pris pas mal d'avance, mais il faudra la même chose. Hein. Et l'intérêt aussi, c'est qu'elle peut fiabiliser peut-être les clients. Et tout. Mais là, c'est là où le rôle de l'autorité régionale. Hein. De dire on y va, on fait un smart port, un système avec évidemment Nordlink, les clients savent ce qui se passe, on est tous connectés, ça peut participer à une sorte de fierté portuaire d'être sur le même réseau. Parce que sinon ils vont se faire bouffer par le système anversois qui de toute façon est un grand prédateur au-dessus. Il sait bien qu'il y a une partie de sa réserve de trafic qui est basée là-dessus. Donc pour moi le smart c'est une obligation. Après, il ne faut pas qu'il y ait que du yaka faucon, mais le smart c'est la dimension obligatoire de tout ça. Parfait, merci Monsieur Touret, votre exposé tout à fait utile pour les questions qui sont dans notre débat. Soyez toujours le bienvenu. Merci, c'est un plaisir de contribuer à ce débat-là. Merci infiniment.